On va recommencer la deuxième moitié de cette journée en accueillant, en ouvrant la deuxième table ronde, ou la première de l'après-midi, qui s'intitule Retour d'expérience sur l'enrichissement mutuel des différents secteurs d'activité dans leurs complexités et difficultés, avec le docteur Maglone de la Hautière, qui est médecin de soins palliatifs en HDJ Soins Pal à la maison de santé Marie-Galène. Et on enchaînera, je pense que c'est l'ordre qui a été un peu prévu par le docteur Vergnol, qui est donc oncologue digestif à Paya. Le docteur Rémi Veillon, je dis pas de bêtises. Tu es là, pardon. Oncopneumologue au CHU de Bordeaux. Le docteur Stéphanie Hay, qui est médecin interniste oncologue à la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite. Et Yvan Salle n'est pas là, si j'ai bien compris, et le docteur Kressman, qui est là-bas, médecin généraliste, et qui va nous parler du positionnement du médecin traitant dans tout ce parcours complexe d'oncologie, et en particulier de situation palliative. Donc on commence par Madame de la Hautière. Bonjour. Une table ronde exprime d'emblée la biodiversité, diversité de nos cultures médicales, diversité du soin. La biodiversité rejoint aussi le concept du vivant. Or, les soins palliatifs sont dans cette lignée, accompagner la vie, une phase de la maladie, avec la dépendance, avec la vulnérabilité, une phase de la vie où le rapport à la vie est lui-même modifié, où la mort va être envisagée souvent comme un phénomène naturel. Travailler en soins palliatifs et travailler avec de nouveaux possibles, c'est en quelque sorte une nature florissante, toujours créatrice. Je vous propose de suivre ensemble la situation de Madame M, adressée avec son mari dès le diagnostic de glioblastome en HDJ de soins palliatifs. Le diagnostic est souvent porté sans prémisse, comme un événement un peu brutal dans son quotidien, dans le quotidien de nos malades, et Madame va alors découvrir et s'intégrer dans notre écosystème médical. Madame M va être au cœur de notre prise en charge commune avec la neurochirurgie, la radiothérapie, l'oncologie et son domicile. Pour nous soignants, nous percevons la cohérence médicale, malgré la multiplicité des intervenants, dans une certaine temporalité qui n'est souvent pas la même que celle du patient et de son entourage. Cohérence médicale et temporalité que nous avons toujours à réinterroger. Quel est notre écosystème médical ? Un écosystème se compose de deux éléments essentiels, la biocénose et le biotope. On a appris beaucoup de mots grâce à l'écotone. La biocénose qui englobe les êtres vivants spécifiques à ce milieu. Dans notre écotone oncopalliatif, la biocénose est profondément marquée par la vision de l'équipe et de la pluridisciplinarité. Madame M nous a été adressée devant la perception de l'équipe de neurochirurgie après la biopsie de la nécessité d'un accompagnement psychologique et de l'accompagnement du retentissement dans la vie du couple. Monsieur et Madame se sont saisis de l'accompagnement en HDJ pour cette phase de la maladie comme un accompagnement et une préparation à la radiothérapie, ce qui ne nous paraît pas, nous, être notre accompagnement essentiel. Mais voilà, quand on parlait de l'écotone entre les soins de support et les soins palliatifs. On peut considérer qu'il existe une biocénose commune à l'oncologie et aux soins palliatifs avec la visée de la prise en charge globale du patient et de son entourage, l'investissement des soins de support, de la prise en charge psychologique particulièrement. Et une biocénose qui serait plus spécifique au monde du soin palliatif, avec une défense de la vision de l'équipe plus marquée encore, dans l'interdisciplinarité plus que la pluridisciplinarité. La vision médicale qui s'est décentrée de la maladie pour pallier, soulager, peut-être parfois avec l'idée de guérir quand la guérison complète ne peut pas être espérée, on espère peut-être des petites guérisons à notre façon. L'échec des traitements spécifiques va être acceptable, mettant en avant la qualité de vie comme critère essentiel des traitements et des soins. Donc après la biocénose, le concept de biotope, le deuxième élément de l'écosystème. Notre environnement médical ne nous choque plus avec ses caractéristiques physiques, ses lits médicalisés, les perfusions, l'ensemble du matériel qui imprime la dépendance au cœur de la vie de nos patients. Bien sûr, on justifie aussi la recherche d'efficacité, l'asepsie, comme une recherche de qualité des soins pour le bien des patients. En HDJ de soins palliatifs, on va être à la recherche d'un biotope un peu différent. Alors, les patients viennent de leur domicile, c'est aussi facile peut-être de décaler un peu la qualité des soins différemment. Elle va être adressée dans un HDJ dans un petit établissement de santé de petite taille et qui est dans la visée de l'hôpital de jour et de limiter le retentissement de la maladie dans son quotidien.
Donc on reçoit la patiente dans un salon à la recherche de créer un environnement moins médicalisé, tout en étant capable d'accueillir des patients plus dépendants dans des lits qui, pour le coup, sont très médicalisés. Madame a pu bénéficier au cours de son suivi des 2 formes d'HDJ proposées au sein de notre service. Il y a l'HDJ individuelle où elle venait accompagnée de son époux et où sont discutées la mise en place des aides humaines, matérielles, progressivement au cours de la maladie, les décisions médicales importantes, l'accompagnement du couple, des proches. Et puis on verra aussi la suite de l'accompagnement. Et l'HDJ de groupe où elle a pu essayer de sortir de cette place de malade dans laquelle elle se sentait parfois enfermée par son mari, pour vivre d'autres relations avec les autres patients accueillis et avec les professionnels qui participent à la journée. Elle avait notamment interrogé une autre patiente sur l'utilisation du déambulateur à une phase où pour elle, il était inconcevable de pouvoir utiliser un jour ce matériel. La danse-thérapie avait été aussi source de bien-être dans une forme de lâcher-prise, de revalorisation de son corps, une dimension de mieux-être avec une prise aussi de conscience de ses capacités corporelles persistantes et une sorte de liberté. Elle avait investi des séances d'art-thérapie avec le projet de réaliser un triptyque à partir des tableaux de son père, lui-même peintre, qu'elle voulait faire en miroir avec notre art-thérapeute. Voilà, on sera sensible un petit peu à la transmission génétique dans notre langage biologique. Une coopération a été nécessaire. Dans un écosystème, les êtres vivants sont dépendants les uns des autres et ils ont appris à travailler en symbiose pour leur propre survie. Une étroite collaboration est nécessaire entre tous. Donc pour Madame M, nous avons pu discuter progressivement au long du suivi de la mise en place des soignants libéraux à domicile, avec l'investissement de l'équipe infirmière, du médecin traitant, la mise en place d'auxiliaires de vie, permettant à monsieur de poursuivre des activités qui étaient importantes pour son équilibre. Un lien étroit avec les oncologues a été nécessaire dès le début du suivi, avec une coopération pour accompagner les décisions médicales, en particulier l'annonce de l'arrêt des traitements spécifiques. Progressivement, l'écotone oncopalliatif s'est modifié vers un autre écotone s'ouvrant davantage vers le domicile. Le lien s'est renforcé avec les soignants libéraux, permettant d'anticiper les symptômes avec la mise en place à domicile des prescriptions anticipées, la réflexion du maintien à domicile, la décision du souhait de décès à domicile, donc l'élaboration de la fiche urgence pallia et l'accompagnement de la mise en place de ces prescriptions anticipées. Dans chaque écotone, il nous paraît important que chacun conserve sa place. Le patient attend légitimement que les décisions de traitement soient annoncées par l'oncologue référent qui les a mises en place. Et l'équipe de soins palliatifs pourra accompagner et même recueillir l'avis du patient et ses souhaits que nous pourrons faire remonter à l'oncologue sans prendre sa place dans cette annonce d'arrêt. Les équipes de soins palliatifs ne doivent pas non plus remplacer les soignants du domicile, mais peuvent soutenir, malgré la distance, la réflexion et les actions. La communication est donc importante dans cette collaboration. Dans l'écotone, on peut parler de corridors écologiques. Ce sont des axes de communication biologique, plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Les soins palliatifs recherchent ces corridors écologiques, en particulier en HDJ dans le lien ville-hôpital. Avec pour objectif de favoriser le maintien à domicile, l'HDJ va essayer de montrer la place des aides humaines et matérielles nécessaires pour accompagner une adaptation à la maladie et à l'environnement. Or, le domicile est aussi le lieu où le patient et ses proches voudraient pouvoir mettre la maladie à l'écart, le lieu où on pourrait ne pas être malade. La question de la dépendance va donc être essentielle à travailler. La communication a donc été très importante avec monsieur. Son investissement auprès de son épouse a permis l'accompagnement à domicile. Se sont posées la question de la juste place entre stimulation, compréhension des troubles, le changement de place dans le couple, la compréhension de la mise en place des aides, l'annonce des évolutions aux enfants qui étaient plus éloignés. Dans la relation entre espèces, on parle aussi de symbiose. C'est l'association obligatoire et indissociable entre deux espèces. Les relations entre les organismes des différentes espèces sont très étroites et nous allons prendre là l'exemple de 2 types de relations symbiotiques. Il y a le mutualisme. C'est une relation où les 2 organismes s'apportent mutuellement des bienfaits. La vision globale des soins palliatifs là, se diffuse en oncologie. Je crois que ça a été progressif dans le temps, mais que c'est vraiment une culture qui maintenant semble plus commune. La dimension de l'équipe a toujours tout son sens. Et de même, de parfois résistants, voire réactionnaires, les soins palliatifs ont cherché à mieux comprendre les prises en charge oncologiques, les traitements spécifiques et les apports pour les patients. Donc pour nos patients en HDJ, l'adhésion initiale de la patiente dans la prise en charge proposée en HDJ dépend très souvent de la confiance et de la présentation à la personne
par le médecin qui va lui-même proposer l'HDJ. J'entendais tout à l'heure un oncologue qui disait exprimer son besoin. Et je crois que les patients sont sensibles au fait que le médecin puisse avoir besoin de soutien et ils comprennent bien. Une autre relation symbiotique, c'est le commensalisme. C'est une relation dans laquelle l'un des deux organismes profite de certains avantages sans nuire à l'autre. Et je pense que la précocité de la prise en charge en soins palliatifs répond à cette question du commensalisme. C'est un thème qui nous est très cher, surtout en hôpital le jour de soins palliatifs. Pouvoir leur proposer un suivi rapproché, échanger sur le retentissement de la maladie, puis sur leurs souhaits de fin de vie, sur les traitements symptomatiques adaptés avec des compétences des soignants, des paramédicaux formés en soins palliatifs paraît essentiel et ne pas s'intégrer, comme on l'a vu ce matin, uniquement en toute phase terminale de la maladie. Pour Madame M, elle a pu poursuivre un suivi en HDJ avec l'accompagnement dans leur questionnement, dans leur souffrance aux différentes étapes de la maladie. On l'a vu au tout départ pour accompagner la radiothérapie. En fait, à la fin de la radiothérapie, elle nous a dit merci beaucoup, c'était très bien cet accompagnement. Et là, on lui a dit on va continuer à se voir, madame. Et on a accompagné cette patiente jusqu'au bout à domicile avec les équipes libérales. Et voilà. Donc, pensez, vous, les oncologues, à l'avantage de ce commensalisme pour proposer une prise en charge précocement au cours du suivi oncologique. En conclusion, pour moi, l'écotone oncopalliatif est une belle collaboration qui n'est pas une division de nos compétences ou une division de l'accompagnement de chaque patient selon une mitose, mais plutôt une méiose qui permet, au fil des collaborations, d'obtenir un réservoir en biodiversité. Merci. Bravo, on va passer la parole à l'intervenant suivant. On a vraiment été immergé dans l'écologie, dans le vocabulaire et on y était. Ok, bonjour à tous. Donc je suis Julien Vergnol, oncologue digestif ici sur Bagatelle. Mon propos sera un cas clinique. C'est un cas clinique récent, un cas clinique qui a permis de bien souligner comment on s'enrichit les uns les autres en partageant ce qu'on vit dans un hôpital. Et je le trouve intéressant parce qu'il soulève pas mal de questions différentes. Je vais vous le présenter. Et puis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. C'est un homme qui s'appelle William, 70 ans, retraité dirigeant. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un service de soins palliatifs. Il l'a vécu à travers l'histoire de sa mère. Et c'était une expérience qui a été visiblement douloureuse, voire traumatisante. Il a un entourage qui est présent, qui est bienveillant, et qui va beaucoup nous aider pour la suite, tant pour ce qui est du patient que pour ce qui est de la relation qu'il aura avec nous. Et puis, c'est un patient qui a un projet de vie, c'est le mariage de sa fille. Et ce projet qui n'est pas le sien, qui est celui de sa fille, va vraiment être un élément moteur dans sa vie le temps de son parcours. Alors l'histoire, en fait, c'est une histoire qui commence très mal, avec ce que j'ai tendance à appeler une annonce ratée. Elle est peut-être pas si ratée que ça, mais moi je la considérais un peu comme ça. Je vais vous la faire brève. Des douleurs abdominales, une hospitalisation aux urgences, une pancréatite aiguë. Alors, vous connaissez peut-être cette maladie, la pancréatite aiguë, qui est une maladie bénigne. Sauf que lui, il en avait une qui était un peu différente. Il avait une pancréatite aiguë, symptôme. En fait, il est venu pour ça, mais c'était pas tout à fait ça. Classiquement, une pancréatite aiguë, il y a deux causes. Lui, on partait sur un problème de cailloux, sauf qu'il n'y avait pas de cailloux. Et donc, la première chose qu'il m'a dit en arrivant dans le service, c'est « j'ai une pancréatite aiguë, ça y est, pancréatite, pancréas, cancer du pancréas, souffrance, mort ». C'était ça dans sa tête. Et c'est d'ailleurs c'est le fait de beaucoup de personnes qui viennent pour une pancréatite aiguë. Et la première chose qu'on fait chez quelqu'un qui vient pour ça et qui nous pose la question, c'est de le rassurer. Donc naturellement, nous l'avons rassuré. L'évolution n'a pas été celle d'une pancréatite aiguë, ce qui a soulevé des questions quant à son origine, et nous a fait faire des examens qui nous ont fait comprendre qu'à l'origine de cette pancréatite aiguë-là, il y avait un cancer du pancréas. Et c'est là que c'est compliqué, parce que les hospitalisations pour pancréatite aiguë, elles sont longues. Donc le patient, il reste longtemps à l'hôpital. Elles sont pleines d'incertitudes. Combien de temps je vais rester? Est-ce que ça va être grave? Quand est-ce que je vais remanger? Quand est-ce que je vais arrêter d'avoir mal? Quand est-ce qu'on m'arrête ma morphine? Et en fait, le temps de ces longues hospitalisations, on se pose énormément de questions, parce qu'on n'a quasiment que ça à faire.
Et ce patient s'en est posé plein, des questions très, très normales, et celle-là donc, que j'évoquais avec vous. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné de son séjour, eh bien, on lui a dit que peut-être ce problème était finalement un cancer du pancréas. Et donc il s'est pris pas mal de claques, notamment celle de se voir dire que ce sur quoi il avait été rassuré finalement, c'était vraiment ça. Donc ça a été difficile et ça, bien sûr, ça a majoré l'angoisse que naturellement on a quand on est malade. Mais cette réorientation diagnostique, elle a été vécue difficilement pour le patient. On peut comprendre, il s'est pris une succession de claques à l'annonce qui est quand même très importante. Et puis, on parlait de la part émotionnelle du médecin. Ce genre d'annonce-là, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on passe beaucoup de temps à rassurer et puis finalement, on se retrouve à dire le contraire. Et comment est-ce qu'on peut construire bien une relation lorsqu'elle commence comme ça ? Voilà, c'est la question. En tout cas, on est arrivé à un diagnostic de cancer du pancréas dans une forme qui était potentiellement curative. C'était une maladie localisée. Donc, maladie localisée, on se retrouve à se fixer des objectifs, en l'occurrence, guérir. Il a posé la question naturellement qu'il n'aurait pas posée. On lui a donné la réponse. Oui, l'objectif, c'est de guérir. Sauf que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En tout cas, après une annonce comme ça, je suis allé voir les collègues. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, j'ai ce patient dans le service. Voilà, il faut savoir que l'annonce s'est passée comme ça. Et c'est là que ça a tiqué dans leur tête parce qu'elles connaissaient l'histoire de la mère. Et elles m'ont dit, et oui, effectivement, cette histoire risque d'être compliquée. Et pour de très très bonnes raisons. Effectivement, cette histoire a été compliquée. Donc on s'est retrouvé avec, avec ce diagnostic de maladie potentiellement curable. Et il se trouve que l'évolution aura montré que très rapidement, tout s'est enchaîné très mal. Et ce qui fait la particularité de l'histoire de cet homme, c'est comment, sur une période de temps très courte, il s'est pris toutes les pires annonces possibles. Le diagnostic erroné, le diagnostic définitif, la chimio qui ne marche pas, le projet curatif abandonné, la chimio-résistance, les hospitalisations répétées, l'arrêt des soins, la mort. Et en fait, ça s'est fait sur 6 semaines de temps. Et c'est vraiment ce qui rend ce dossier pour moi difficile, c'est que vraiment, j'ai été, et là je parle de ma part émotionnelle, que je n'ai pas hésité à partager avec vous, j'ai été celui qui ne fait que lui faire du mal dans mon discours. Et comment poursuivre une prise en charge de fin de vie, dont on prend quand même notre lot, quand on a eu ce discours-là au départ. Vous voyez, et c'est vraiment ce qui a rendu cette situation complexe. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a pas mal échangé à ce sujet. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on a eu du mal avec ce patient, on a eu du mal à se rencontrer. Parce que c'est... Moi, avec ma part émotionnelle, j'étais ému, naturellement. Alors j'ai essayé, bien sûr, de faire mon travail. Les discussions, on les a eues, mais elles n'ont pas été faciles. Mais lui, il venait avec une demande de discours technique. C'est quelqu'un qui voulait du technique. Il voulait un traitement, une solution, un protocole, quasiment. Il voulait vraiment du technique. Et il attendait quasiment que ça de moi. Enfin, en tout cas, c'était mon impression. Quand il a commencé à avoir des symptômes, il voulait du technico-médical, quasiment pharmaceutique. Il voulait un médicament. Quand il avait ce cancer qu'on le soignait, il voulait un médicament. Et puis, il avait des attentes vis-à-vis de ce médicament. Mais ces questions, elles allaient difficilement plus loin que ça. Et donc, en fait, on a eu du mal à se rencontrer. Et quand les choses ont commencé à aller mal, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas construit grand-chose, lui et moi. Je vais dire lui et nous, parce que je ne suis pas tout seul. Pour soigner ce patient et pour aborder les sujets difficiles. Alors, par ailleurs, du fait de cette position qui était la mienne, j'ai eu du mal à aborder les sujets qui font mal, parce que quand on a donné autant de claques à quelqu'un, à un moment donné, on n'a plus envie. Et là, tu évoquais, je crois que c'était toi qui évoquais ça ce matin, la question du tiers. C'est vrai que c'est vraiment typiquement le genre de patient chez qui on a besoin d'un tiers. Le tiers, il peut être de n'importe quel corps de métier. Le tiers, il peut être mon collègue. Le tiers, il peut être l'équipe de soins palliatifs. Mais c'est vraiment une situation où il y a vraiment ce besoin de tiers.
Et puis, il faut voir qu'il y avait quand même dans cette histoire des éléments positifs qui sont, on l'avait évoqué, que lui et son entourage, ils comprenaient très bien les choses, malgré, je vous disais, cette rencontre un peu difficile. Mais lui et son entourage, ils ont quand même... Voilà, ils ont eu des actions. Ils ont rapproché la date du mariage de la fille, parce que je vous disais que c'était quelque chose qui était très important. Et puis, il s'est même marié lui-même. Donc, vous voyez, voilà, on a ces signaux de la part du patient et de l'entourage qui font penser quand même que de leur côté, il se passe quand même pas mal de choses. Mais vu les échanges qu'on avait, bah, de mon point de vue, j'étais un peu le spectateur. Je n'avais pas l'impression d'être investi dans ces réflexions. C'était vraiment quelque chose qui concernait que la famille. Et pas de problème, hein. Le partage des missions, le partage des rôles, le patient, il en est l'acteur aussi. Donc, ok, pas de problème. Ce cas clinique, il illustre quelque chose de très important. Là, je parle vraiment du métier de médecin, c'est qu'on nous apprend les facteurs pronostiques. Je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un facteur pronostique. C'est quelque chose qui, quand on le voit, fait penser que les choses iront mal ou que les choses iront bien. Et en fait, ce monsieur, il avait tous les facteurs pronostiques péjoratifs. Autrement dit, on pouvait, dès le diagnostic, supposer que les choses se passeraient mal. Et c'est là que vous avez... Je vais me permettre. Hein. Tu m'avais fait un commentaire très juste, je trouve, au sujet de cette prise en charge. C'est s'il a tous ces facteurs pronostiques péjoratifs et que tu sais que ça va pas marcher, pourquoi tu le soignes? C'est compliqué. Il est pas si vieux, il est très demandeur. Et puis, je suis la personne à qui on a demandé un traitement. Et en plus, je l'ai, le traitement. Et puis, par ailleurs, les facteurs pronostiques, c'est des outils qui ont été développés à partir de populations. Donc, en population, effectivement, sur une population de personnes, quand il y a des facteurs de mauvais pronostic, les choses vont mal sur ce groupe de personnes. Mais je ne suis pas devin. Est-ce que ce sera lui qui va avoir cette mauvaise histoire? On voit sur les courbes de survie dans les études, il y a toujours à la fin des personnes qui vont vivre plus longtemps, et c'est peut-être lui. Donc, je l'ai soigné. Mais je ne sais pas si tu veux faire un petit commentaire sur la RCP, parce que on en avait parlé. Ou plus tard? Tout à l'heure. Ok. Bon, enfin voilà, j'ai trouvé que ça m'a vraiment fait réfléchir, cette histoire de facteurs de mauvais pronostic, parce que c'est pas eux qui vont... Enfin, c'est eux qui vont nous donner des réticences à proposer des traitements. C'est eux qui vont nous pousser à dire des choses supplémentaires aux patients pour les préparer au pire. On envisage bien sûr toujours le bon, mais on envisage aussi le mauvais scénario. Et quand il y a tous ces facteurs, on rentre un petit peu plus dans la discussion de quand il s'agit du mauvais scénario. Mais ces facteurs, ils sont vraiment passionnants pour nous. Mais en pratique, c'est vrai que c'est difficile de les appliquer. Et c'est difficile à des gens qui sont demandeurs et qui peuvent recevoir des traitements de nous voir ne pas les leur proposer ou de nous voir leur proposer de ne pas les faire. Il y avait un autre sujet chez ce patient, c'était l'angoisse. C'est un patient, en fait, son symptôme pénible, il y avait la douleur, mais la douleur est pas mal arrivée. Mais l'angoisse, c'était difficile. C'était vraiment son premier symptôme, il était difficile à soigner. Bien sûr, l'angoisse, c'est naturel dans ce contexte et après tout ce qu'il aura vécu. Mais nous autres qui le voyions en hospitalisation ou en consultation, on avait envie de la régler rapidement, cette angoisse. Vite fait, avec des bons médicaments. Et en fait, non, cette angoisse, elle est restée très importante et très longtemps. Et voilà, on a toujours cette envie de soigner vite, mais en pratique, l'angoisse, c'est un symptôme vis-à-vis duquel on se mobilise, ça prend du temps, il y a plein d'outils, il y a plein de personnes qui interviennent, et puis on arrive à faire du bien aux gens. Mais c'est vrai que sur ce symptôme, ça a été difficile. Vous me l'aviez dit dans l'équipe que voilà, ça mettait du temps, et ce patient, il avait choisi de prendre le temps. Il avait choisi de prendre le temps, il avait une posture un peu particulière. Je vous disais qu'il attendait de nous du technique. Et en fait, ça a fait que les discussions, elles étaient assez restreintes. Il n'était pas demandeur de les prolonger. Et au final, sur les 2 premiers mois de sa prise en charge, on a parlé que du technique, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de soins de support, du traitement de cette angoisse. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, mais aussi parce qu'il avait fait le choix d'en rester là.
Et clairement, c'est quelqu'un qui avait fait des choix. Alors, il ne l'avait pas fait tout seul, parce qu'il avait aussi une famille qui était très aidante. Et cette famille très aidante portait beaucoup de la gestion de ses problèmes au quotidien, à la maison, avec lui. Et donc, il avait construit en fait une manière de se faire soigner qui était: je viens à l'hôpital sur les séjours les plus courts possibles, parce que je sais que je suis bien chez moi. Écoutez-moi quand je vous dis que je souhaite sortir le plus vite possible du service, même si on n'a pas tout à fait fini. Et puis faisons comme ça le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'au mariage de ma fille, qui est vraiment l'objectif premier de sa vie. Et puis après, il nous a glissé: mais après le mariage de ma fille, là on verra, on discutera. Et en fait, jusqu'au mariage, on n'a rien construit. Mais c'était aussi son choix. C'était la décision partagée dont vous parlez. C'est vrai que du point de vue du médecin, c'est difficile parce qu'on a envie d'y aller, quoi. On a envie d'évoquer des choses, on a envie de prendre le temps. Et c'est vrai que chez cet homme, non, c'était son choix. Et finalement, une fois le mariage réalisé, il est rentré dans son soin palliatif, et il a pu lentement construire avec vous quelque chose. Vous vous étiez interrogé sur quand Assis était un bon candidat pour aller en LISP. Vous aviez des réticences parce que je vous disais que c'est un patient qui est très bien entouré, avec des personnes très bienveillantes, très adaptées, mais chez sa femme, il y avait cette croyance, soins palliatifs, la mort rapide, et vous aviez peur qu'elle le vive mal, et puis finalement, ça s'est débloqué, et vous avez pu le prendre en charge. Mais voilà, c'est aussi un patient qui est, je trouve, un bon exemple de décisions partagées, de choix liés aux choses de la vie, et un bon exemple de comment il faut aussi savoir déléguer à l'entourage une partie de toutes ces missions qu'on a apportées auprès de nos patients. Voilà, j'ai terminé. Sabotage. Bonjour. Donc, je suis Rémi Veillon, je suis cancérologue de formation. Et puis, je travaille depuis maintenant une grosse dizaine d'années dans le service de pneumo du CHU de Bordeaux pour m'occuper des cancers bronchiques. Donc, je vous remercie beaucoup de l'invitation parce qu'on travaille quand même régulièrement ensemble. Et voilà, je regrette aussi de ne pas avoir pu venir ce matin parce que vous avez acquis des choses et je ne sais pas si moi je vais avoir le bon vocabulaire, mais voilà, on va voir. Donc, moi, effectivement, la première discussion sur le sujet des écotones, comme ça, c'est effectivement toujours le même problème, c'est ce passage de la prise en charge palliative spécifique à la prise en charge palliative symptomatique. Dans ma spécialité, heureusement, avant que je travaille là-dedans, la limite était très nette, c'était diagnostic, pas de traitement et décès, donc la phase palliative symptomatique arrive très vite. Après, c'est devenu assez clair, c'est-à-dire on avait comme médicament finalement que la chimiothérapie cytotoxique. Et donc, du coup, on enchaînait ces différentes lignes de chimio cytotoxique. Mais à un moment, il fallait s'arrêter sur la toxicité, sur le manque de bénéfices de ce traitement par rapport à la toxicité que ça apporte. Et la discussion était simple, je dirais pas ça, mais assez claire. Et puis c'est devenu, avec le temps, avec la décennie qui vient de passer, beaucoup moins net, parce que nos traitements spécifiques, y compris les chimiothérapies cytotoxiques, mais on en gère mieux la toxicité. Et puis on a d'autres traitements spécifiques qui sont beaucoup moins toxiques. Et donc dire aux patients qu'il faut arrêter les traitements spécifiques parce que la toxicité devient tellement importante qu'elle risque de le mettre en danger plus rapidement que la maladie elle-même, c'est plus très vrai, parce que justement on n'a pas cette toxicité-là. Donc ça a été différentes étapes. Et puis est arrivée aussi la révolution de l'immunothérapie, qui a fait également changer la donne. C'est-à-dire qu'avant, cette discussion sur la prise en charge palliative symptomatique pouvait se faire dès l'annonce, en disant, voilà, je vous guérirai pas, vous allez devoir avec nous, vous allez vivre avec votre maladie, et on va essayer de vous faire cohabiter avec le plus longtemps possible. Et donc on pouvait le dire dès l'annonce. Et ça permettait aux patients, au fur et à mesure de lignes de traitement, de comprendre pourquoi nos lignes de traitement sont finalement au fil du temps de moins en moins agressive, parce que justement le but c'est qu'il cohabite avec sa maladie, avec nos traitements, alors qu'un patient, si on ne lui explique pas ça, on peut penser qu'il va se dire si le premier n'a pas marché, il faut taper encore plus fort, et si ça marche pas, il faut taper encore plus fort. Et donc du coup il y avait des fois une divergence entre la sensation d'un patient qui voit que ça va pas et nous qui faisons de moins en moins fort. Donc
voilà, la discussion dès le départ était importante, je trouvais. Et puis, alors là, on a un autre problème maintenant, c'est qu'on peut plus trop faire ça à l'annonce, parce que même sur des maladies métastatiques, il peut arriver que certains patients répondent tellement bien à l'immunothérapie qu'on commence à se demander s'ils sont pas guéris. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on peut aussi être toxique dans notre annonce si on annonce l'absence de guérison et qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on dit au patient, bon, au fait, voilà, vous êtes mis dans une situation, vous avez réfléchi au fur et à mesure des années à l'idée que vous risquiez de décéder de cette maladie. Maintenant, il faut réapprendre à vivre avec. Et en fait, à ce moment-là, on a l'impression d'avoir été toxique plus avec nos annonces qu'avec nos traitements. Après, autre digression, c'est la définition de la guérison. Guérison, concrètement, c'est le droit d'aller mourir d'autre chose. Et donc, effectivement, sur notre population de patients, les courbes de survie nous disent qu'ils vont pas forcément vivre, certains beaucoup plus longtemps, parce qu'ils vont mourir de leur cœur, de leur vaisseau, de leur tout un tas d'autres choses. Mais voilà, donc voilà un peu l'évolution de la pratique. Et donc après, quand on discute de finalement de cet arrêt des traitements spécifiques avec nos patients, quand on n'a pas l'argument de la toxicité, en fait, finalement, pour le patient, il s'en fout un peu. Finalement, le fait qu'on pense et qu'on ait des facteurs pronostiques qui nous disent que ça risque de ne pas marcher, c'est pas quelque chose que lui envisage de la même façon que nous. Et après tout, il faut tenter. Donc, on a parfois, même si on a la conviction que ça va pas marcher, c'est parfois difficile quand on n'a pas l'argument de la toxicité et que finalement, des fois, l'argument il est plus sur le coût économique du prix de nos médicaments, ce qui n'est pas le problème du patient. Donc voilà, ça c'est sur le versant du patient. Et nous, sur notre versant à nous, c'est un peu pareil, parce que même si on pense que ça ne va pas marcher, on a tous eu des surprises. Et du coup, sur un patient chez qui on ne va pas dégrader sa qualité de vie, l'idée de continuer un traitement spécifique s'il n'est pas toxique, même si on pense qu'il ne va pas marcher, des fois ça peut avoir du sens. Nous, on est un peu plus impacté quand même, et il faut, par le coût économique de ces nouveaux traitements. Et puis il y a aussi autre chose qui nous fait rentrer dans des belles discussions avec nos collègues, c'est le but de nos traitements spécifiques, parce que parfois les traitements spécifiques sont aussi de bons traitements symptomatiques. Voilà. Voilà. Et donc du coup, c'est pas parce qu'on est des brutes de cancérologues, c'est parce que des fois on pense vraiment que la poursuite du traitement spécifique peut améliorer ses symptômes. Et c'est là que ça devient un peu le bazar, dans justement cette frontière qui devient beaucoup plus mouvante et beaucoup plus floue, et où c'est à la fois la complexité, mais aussi l'intérêt des interactions qu'on a, quoi. Donc, effectivement, je me rappelle ces discussions avec nos collègues du coup, plus sur le CHU, mais sur la façon dont nous, on maintient des thérapies ciblées. Donc, on est sur des médicaments qui sont faciles de prise, des comprimés, avec des toxicités qui sont gérables, et avec le fait que même si la maladie échappe à ce traitement, on a deux problèmes. L'arrêt du traitement, comment dire, c'est un peu des couvercles de cocotte minute, donc l'arrêt du traitement peut faire vraiment exploser la maladie. Et puis des fois, c'est une partie de la maladie ne répond plus à ce traitement, mais une autre partie oui, et donc du coup, on peut penser que on va continuer à soulager ces douleurs de métastase osseuse avec ce traitement-là, même si ça progresse au niveau pulmonaire. D'où la discussion avec un collègue qui dit « Ouais, mais t'es gentil, si moi je suis aussi bon avec mes traitements symptomatiques que toi avec tes traitements spécifiques, quel est le sens de continuer ces traitements spécifiques, même en thérapie ciblée ?» Et donc c'est le début, là c'était le concept en réunion, puis après c'est le début de longues discussions au fur et à mesure de chaque patient. Donc c'est vrai que pour cette transition en fait entre cette prise en charge palliative spécifique et symptomatique, nous, notre souhait, il est effectivement, et je rejoins ce qui avait été dit plus tôt, de pouvoir faire cette prise en charge très précocement. Sur une prise en charge initiale, dès l'annonce d'un diagnostic de cancer bronchique, on aurait envie de pouvoir adresser nos patients à un service de prise en charge palliative, y compris et surtout en ambulatoire, comme vous proposez depuis déjà quelques années, et ça a été pour nous un changement majeur. Ça nous ramène à des vieilles études de la fin des années 2000 où, alors c'était anglo-saxon, ça ne pourrait pas trop se faire ici, mais c'était l'idée au diagnostic de cancer bronchique, consultation avec un oncologue, randomisation, consultation avec l'oncologue seul versus consultation avec l'oncologue et avec un médecin de soins palliatifs d'emblée.
eh bien, les patients suivis par un oncologue et un médecin soins palliatifs d'emblée vivent plus longtemps avec moins de chimiothérapie. C'est magnifique. J'ose espérer que ça ne se reproduirait pas aujourd'hui si on faisait la même étude. Mais voilà. Mais donc, effectivement, nous, on est demandeurs de ça. Et ça, la difficulté, elle vient de deux choses. Tout connement, je suis désolé, mais aussi votre disponibilité. On ne peut pas vous adresser tous nos patients dès le départ. Je pense que c'est pas souhaitable. On est d'accord, hein, voilà. Sinon, il n'y a pas de problème. Et puis la discussion avec les patients, c'est déjà extrêmement violent, une annonce de diagnostic. Et comme on le dit, la prise en charge palliative, il y a deux situations. Soit ils ne connaissent pas le mot de soins palliatifs. Donc là, c'est très simple, parce qu'on peut le dire et ça n'a pas de conséquences. Soit ils comprennent et effectivement, ils ont cette vision de mort imminente. Et là, effectivement, on les sidère complètement et le reste de notre discours est difficile à entendre. Donc effectivement, voilà, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt à ce que la prise en charge se fasse assez précocement, pas forcément dès le diagnostic, mais nous, quand on commence à enchaîner les lignes de traitement et qu'on voit qu'on commence à être limité en termes de lignes de traitement spécifiques, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir vous adresser les patients. Et après, c'est agréable d'avoir votre retour pour savoir quand on n'a pas fait ce qu'il fallait ou quand on a fait ce qu'il fallait. Donc l'arrêt des traitements spécifiques, finalement, ça va poser problème lorsque les intérêts, alors le mot est pas bien choisi, hein, du patient et du médecin divergent. Forcément, quand tout est consensuel, quand la situation est claire pour le patient, pour le médecin, c'est assez simple. Et donc du coup, la première difficulté, elle va quand même être de comprendre, je pense, d'essayer d'avoir une espèce de convergence et de comprendre finalement quel est le projet du patient. À chaque fois, pour nous, c'est assez clair dans nos traitements. On réfléchit, on a nos différents types de traitements. Statistiquement, ça augmente de temps, la quantité de vie des patients. Voilà, c'est assez simple. Mais en fait, on est confronté à l'idée que c'est des hommes et des femmes qu'on traite et il va falloir qu'on voit quand même leur objectif à eux et ce qu'ils souhaitent. Première complexité, je trouve, c'est d'abord les capacités d'élaboration du patient. Les situations dont on vous parle, qui vont nous submerger, dont on va parler avec émotion, c'est souvent des patients qui ont des grosses capacités d'élaboration. On est aussi confronté assez fréquemment à des patients qui sont plus simples, pour lesquels les discussions sont un peu plus compliquées, ou déjà, du coup, dans un premier temps, on va avoir effectivement du mal à ce qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Ils arrivent dans une position, ils sont en consultation face à nous, ils vont pas forcément oser nous dire ce qu'ils souhaitent. Et après, il y a la deuxième étape, c'est quand ils vont oser le dire, c'est qu'on arrive à comprendre ce qui est dit entre les mots. C'est-à-dire que ils vont nous dire ce qu'ils souhaitent, mais en fait, il faut qu'on fasse un peu gaffe à ce qu'ils nous disent, parce que des fois, c'est pas toujours exactement leur projet. Donc c'est un peu compliqué quand on a un patient qui nous dit, on en avait parlé un peu en réunion, mais voilà, là j'ai acheté un bateau et je vais faire le tour du monde sur l'année qui vient. Ouais, d'accord. Alors ça va nous poser un petit problème, parce que ça correspond pas tout à fait à notre objectif, et là il faut qu'on fasse gaffe à ce que le patient se mette pas en danger. Mais d'un autre côté, si nous on lui dit d'emblée, niet, c'est impossible, même pas en rêve, du coup on est aussi toxique, parce que justement on lui ferme ces possibilités-là. Donc trouver la petite limite sur comprendre, écouter ce qu'il dit, comprendre si c'est vraiment ce qu'il a envie, et comprendre si c'est pas juste une perche qui nous tend pour voir notre réaction. Des fois c'est un peu compliqué. Donc du coup, quand il y a une divergence et que c'est plutôt le patient qui a envie de continuer, ce qui est un peu plus fréquent que l'inverse, c'est que le patient a envie de continuer les traitements spécifiques, et nous, on pense que ça ne va pas avoir d'efficacité. On pense que si on continue les traitements spécifiques, c'est la solution de facilité, parce que oui, on lui dit très bien, vous revenez à l'hôpital 2 jours la semaine prochaine pour votre injection de chimiothérapie. Et au fond de nous, il y a un truc qui nous démange, qui nous dit, là, je suis pas en train de lui rendre service. Et on essaye d'insister sur la toxicité. Attention, nos traitements peuvent vous mettre en danger plus rapidement que la maladie elle-même. On risque d'augmenter théoriquement, et on n'en est même pas sûr, et on pense même que non, on risque d'augmenter votre quantité de vie, mais au prix d'une toxicité plus importante, au prix d'un nombre d'hospitalisations plus importantes, et finalement, ce qu'on vous offre comme temps, on vous le prend en vous le gardant en hospitalisation, parce qu'on n'arrivera pas à gérer tout ça à la maison. Donc ça, c'est pas toujours simple, et ça prend surtout beaucoup plus de temps que de dire oui, on a une 27e ligne de traitement qui peut se faire en hôpital 2 jours la semaine prochaine. Après, il y a toujours la question du coût de ces traitements quand même. Malgré tout, ça rentre en ligne de compte pour nous. Quand on sait pertinemment que ça va pas marcher, c'est un peu compliqué. Voilà, et finalement, même le fait de dire ça ne marchera pas, c'est pas toujours entendable par le patient, parce que il y a toujours, on se voit pas mourir, quoi. Il y a toujours une lueur d'espoir dans l'idée qu'il y a un traitement qui existe, même si on pense qu'il sera pas efficace. Donc c'est un peu compliqué.
Puis après, il y a l'autre situation qui est assez embêtante aussi. C'est justement pour les patients, effectivement, peut-être plus forte capacité d'élaboration, qui ont bien compris ce qui se passait. Et ils disent, OK, je sais que ça ne marchera pas. J'ai compris que vous insistez sur ma qualité de vie. Ben, je vais vous parler de ma qualité de vie. Aujourd'hui, l'idée même que j'ai un cancer qui grossisse, qui progresse et qui va me mettre en danger, et que je ne suis pas en train de prendre et de me battre avec des traitements spécifiques, cette idée-là m'est insupportable. Je préfère donc continuer des chimiothérapies auxquelles on est tous convaincus qu'elles ne marcheront pas, mais parce que je préfère assumer cette toxicité-là qui va être physique plutôt que la toxicité, je sais pas, morale, psychique, de ne pas avoir de traitement spécifique. Là, on est emmerdé. Parce que justement, il a très très bien compris, et c'est son projet, et où là, nous, notre but après est de discuter avec les équipes qui vont suivre ce patient-là pour faire comprendre qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi et que c'est vraiment quelque chose de réfléchi avec le patient et que cette Navelbine en comprimé à la maison n'est pas complètement débile. Voilà, c'est un peu compliqué. À l'inverse, quand c'est le médecin lui-même qui pense qu'il y a un intérêt à continuer les traitements spécifiques et que le patient, lui, nous dit « stop, foutez-moi la paix », le dilemme, il est quand même plus simple parce qu'il faut juste bien vérifier, bien discuter et voir que c'est vraiment le souhait du patient, mais sur une prise en charge palliative spécifique chez un patient qui n'a pas forcément d'objectif, et qui souhaite que ça s'arrête, je pense que si on en discute sérieusement, c'est parfois un peu plus simple, sauf quand nous on a la sensation que même sur un plan symptomatique, on va améliorer les choses à continuer ou à proposer une ligne de traitement spécifique. Et donc du coup, c'est vrai que la discussion peut être importante à ce niveau-là, de pouvoir expliquer que nos traitements symptomatiques peuvent être efficaces, y compris sur leur qualité de vie, avec l'exemple justement de parfois ces thérapies ciblées où on se dit attention, si on arrête, il y a un risque quand même d'explosion de la maladie, ça peut être assez brutal. Donc il faut qu'on soit tous d'accord sur la façon dont les choses après vont évoluer. Voilà. J'ai fait un quart d'heure, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va là aussi laisser la discussion pour la fin, mais on a vu que un des points quand même qui émergeait largement, c'est l'apparition de l'incertitude qui a toujours été là en médecine, mais qui du coup devient, paradoxalement, plus les progrès médicaux avancent, plus ça nous met dans une zone d'inconfort, puisque on se dit on va peut-être savoir faire des choses, alors qu'avant on était finalement assez tranquille sur des pathologies qui étaient tranquilles, malheureux, mais tranquille intellectuellement sur le fait qu'au moins c'était simple. Là, ça devient compliqué alors que la médecine progresse. Stéphanie, à vous. Bonjour. Moi, je suis médecin interniste oncologue. Et pour illustrer ces notions d'écotone, je voulais partager avec vous mon parcours professionnel qui a été tel que j'ai l'impression d'avoir pu me balader un petit peu à différents temps de la prise en charge du patient dans différents établissements. Et que j'ai l'impression de m'être un peu baladée dans cette écotone. Et ça m'a permis, je pense, de voir un peu les ressources qu'on pouvait avoir dans certains endroits, mais aussi les contraintes rencontrées. Et que finalement, si on agissait tous ensemble, on pouvait se compléter pour pouvoir vraiment prendre en charge le patient dans sa globalité. Donc mon premier poste senior, c'était en médecine interne, polyvalente, et j'étais la seule à pratiquer l'onco-hématologie. Donc un peu seule quand même, au sortir de l'internat où on est un peu coucougné. Donc là, j'avais mes propres patients, et donc ma propre charge émotionnelle de lui annoncer le diagnostic de la maladie, de l'incurabilité, de l'arrêt des traitements spécifiques, de la phase palliative terminale. Le poids de la responsabilité, le poids de l'incertitude, même si on discute toujours des dossiers en RCP, finalement on sent quand même qu'on a un poids un peu plus fort que quand on est interne ou chef de clinique. Et j'ai vraiment ressenti le besoin, la nécessité et le bénéfice de faire intervenir des équipes extérieures, donc les équipes de mobile de soins palliatifs, mais aussi de partager beaucoup avec les médecins traitants, les infirmières libérales, l'entourage, pour essayer de mieux comprendre le patient et d'essayer de me dire qu'on essayait de le prendre au mieux en charge à certains temps de sa pathologie. Puis les choses ont fait que j'ai migré géographiquement et on a fait une continuité de couloir avec les soins palliatifs. C'était un hasard.
Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir donner l'orientation à mon service celle que je voulais. Et vu que j'avais pas mal travaillé à Bergognier pendant ma formation, je m'étais rendu compte que les patients, souvent, ne pouvaient pas être repris en charge sur Bergognier lorsqu'ils faisaient une complication intercurrente, parce que les délais d'hospitalisation étaient trop longs. Et que ces patients, ils étaient un peu perdus, se sentaient un peu abandonnés. Ils arrivaient dans des services de médecine polyvalente ou aux urgences avec des praticiens qui n'avaient pas forcément d'expertise oncopalliative, qui parfois n'avaient même pas accès au dossier, qui parfois n'avaient pas accès à l'oncologue référent. Et du coup, le patient était inconfortable parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Il avait l'impression qu'on ne le connaissait pas. Et de l'autre côté, le praticien aussi était dans une position très inconfortable quand on arrive aux urgences et qu'il y a une complication grave et qu'il y a des décisions à prendre. Bah, c'est difficile de les prendre sans avoir connaissance du patient, de sa trajectoire, de où il en est de sa maladie. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ce service-là pour essayer d'améliorer le parcours de soins des patients et leur éviter les passages aux urgences, qui sont inconfortables pour tout le monde, très clairement, et quand c'était nécessaire, que ce soit des passages aux urgences courts et coordonnés. Et vraiment, j'ai ressenti de la part des patients et des familles une forme un peu d'apaisement quand même, de savoir que même si on ne l'avait jamais rencontré, on le connaissait quand même un peu, qu'on connaissait ses antécédents, qu'on savait ce qu'il a vu comme traitement, et qu'on allait les prendre en charge de manière coordonnée. Et je trouve ça intéressant d'apporter cette fois-ci le regard extérieur. C'est-à-dire qu'en reprenant le patient, en reprenant c'est bien l'interrogatoire d'entrée, hein, les antécédents, le mode de vie, les lignes de traitement, parfois un peu libéré de la charge émotionnelle du médecin référent finalement, on se rend compte quand même qu'il y a eu beaucoup de lignes de traitement, que ça n'a pas beaucoup marché, pas trop longtemps, que bon, finalement, le patient a décrit OMS 2, mais il est plutôt OMS 3-4 quand même. Et puis on a un temps différent aussi. C'est-à-dire que sur l'hospitalisation, en consultation, on voit le patient, il arrive sur ses deux jambes ou pas, mais le trouble cognitif, il peut passer un peu inaperçu, la perte d'appétit, oui, docteur, je mange, tout va bien. Et sur le temps d'hospitalisation, on peut porter un regard un peu différent, puisqu'on le voit un peu. Est-ce qu'il arrive à se déplacer? Est-ce qu'il arrive à faire sa toilette? Est-ce qu'il est tout le temps au lit? Est-ce qu'il a des visites? Est-ce qu'il n'en a pas? Et du coup, nos regards étaient complémentaires avec l'oncologue référent, et on pouvait discuter des prises en charge, essayer de faire le juste soin au bon moment, c'est-à-dire ne pas faire des examens trop invasifs ou répéter, par exemple refaire un scanner alors qu'il avait eu un scanner 2 jours avant, c'est pas très pertinent en fait si on n'a pas le dossier. Mais au contraire, par exemple, faire une escalade thérapeutique, faire peut-être un passage aux soins continus si c'est nécessaire, parce que l'oncologue nous dit, si, là, il en est à ce moment-là de sa prise en charge, et il y a des capacités de récupération. Ça, je trouve ça très intéressant. Le fait est que j'ai partagé carrément mon bureau avec les soins palliatifs et que j'ai appris beaucoup à ce moment-là. J'ai appris à manier les PCA, les prescriptions psy personnalisées, mais pas que. J'ai appris la gestion en équipe, le partage des tâches, de la charge émotionnelle. Et puis on avait beaucoup d'échanges informels. Parfois on rentrait dans le bureau en disant « Oh là là !» À quel point il me disait « Ça a l'air dur ta situation ». Je disais « Oui, c'est dur ». Et ça faisait du bien d'en parler. Et parfois elle me disait « Dis donc, ton patient là... il revient souvent quand même. Ah oui, il fait des infections. Voilà, ça fait 2 fois que tu le transfuses en 2 semaines, là, quand même. C'est glissé subtilement. Mais ça fait réfléchir. Il faut accepter le regard de l'autre, le jugement, parfois. Et se dire, c'est vrai, t'as raison, on n'arrive plus à le perfuser, c'est compliqué. Et du coup, au fur et à mesure, la collaboration s'est faite de manière plus en plus importante. Et j'avais conservé quand même mes patients d'onco-hémato à la consultation qui venaient. Et c'est vrai que je pars du principe que pour, par exemple, mes patients qui étaient myélodysplasiques, je leur disais dès le début, voilà, votre maladie, elle est incurable. Ça va se passer comme ça. Vous allez avoir de l'EPO initialement, puis ça va plus marcher. Puis, mais on sera là et on vous accompagnera. Et je ne sais pas quel temps ça prendra du début. Voilà. Donc c'est dur quand même au début, mais au fur et à mesure, quand on sentait qu'il revenait trop souvent, qu'il y avait trop de problématiques, trop de complexité,
je leur proposais de rencontrer les soins palliatifs. Alors, le mot fait peur. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours cette représentation de... Donc, c'est maintenant que je meurs. Ah, vous m'aviez dit qu'à un moment, j'allais mourir, c'est maintenant, du coup. Et je dis non, c'est pas du tout ça. Et donc, on reprend un petit peu ce que ça peut apporter en termes de soins, de prise en charge globale, d'accompagnement. Et finalement, quand vous arrivez à les rencontrer assez précocement, il y a vraiment une continuité de prise en charge. Et après le premier abord, où forcément, ça vient faire quand même un petit déclic, cette rencontre avec le monde du soin palliatif spécifique, on va dire. Les patients nous rencontraient successivement, et les choses se faisaient assez naturellement. Et quand les choses devenaient vraiment trop compliquées, que le maintien à domicile n'était plus possible, ou qu'il y avait des problématiques psychiques ou symptomatiques trop importantes, parfois les patients allaient de l'autre côté du couloir, en soins palliatifs, et j'ai pas le souvenir que ce soit mal passé. Les patients me disaient, bah oui, vous m'aviez dit, docteur, que dès le début, ma maladie n'était pas... Et j'ai l'impression qu'ils ont tous été accompagnés au mieux de ce qu'on pouvait faire, tout en reconnaissant notre impuissance, parfois, face à certaines situations, et qu'on ne peut pas, malheureusement, gérer tous les problèmes. Ce serait trop facile. Voilà. Et du coup, maintenant, je suis dans un service d'hospitalisation d'oncologie. Mais je vais aussi me balader en chimiothérapie quand mes collègues ne sont pas là, et voir les patients en chimiothérapie. Et je me suis rendu compte quand même que en hôpital de jour de chimiothérapie, on a quand même des contraintes fortes temporelles, qui fait qu'en un quart d'heure, on doit avoir vu le patient, l'interroger, l'examiner, faire ses prescriptions, faire son courrier, et que c'est court. Donc on peut parfois se permettre de prendre plus de temps quand il y a des problématiques, mais forcément, il y a des choses qui nous échappent, qu'on n'a pas le temps de gérer. Il faut pas juger, finalement, ce qui n'a pas pu être fait précédemment. Et de l'autre côté, je gère les patients en hospitalisation. Donc on arrive quand même à avoir des échanges riches, du coup, avec mes collègues qui ont les responsabilités, finalement, oncologiques des patients. Et on arrive à discuter un petit peu du niveau d'engagement thérapeutique. On arrive justement à voir certaines choses. Les soignants, l'équipe recueille beaucoup de choses aussi. Les équipes de nuit vraiment apportent une vision différente du patient, des angoisses du patient. On a une approche de l'entourage qui est différente, qu'on peut rencontrer plus facilement, qu'on rencontre à plusieurs reprises. Parfois, il y en a qui viennent nous voir tous les jours. Bon, parfois, on met un peu le haut là quand même. Il y en a qu'on ne voit pas du tout. Et on s'interroge pourquoi ils ne sont pas là. On a le temps d'appeler, pas toujours malheureusement, mais dans les situations très complexes, on a parfois le temps d'appeler le médecin traitant ou les infirmières pour savoir, il nous dit que ça se passe bien au domicile, mais on a quand même quelques doutes. Est-ce que vous nous confirmez que ça se passe vraiment bien au domicile ? Et du coup, on voit comment étayer ce domicile, comment essayer de comprendre les besoins du patient et de le soutenir, parce que moi, ça m'a touchée, là, c'était avant-hier. Il y a une famille la patiente finalement est très complexe, donc elle va être transférée à l'unité de soins palliatifs, parce qu'elle a une demande euthanasique, très clairement. La fille avait déjà eu une expérience en soins palliatifs pour son beau-père. Et elle m'a dit quand même, quand je l'ai appelée pour dire votre maman, finalement, elle est attendue demain, il y a une place, voilà. Ça avait été préparé tout au long. Elle avait rencontré l'équipe mobile soins palliatifs avant, on avait discuté de ce projet avant, etc. Et elle m'a dit, docteur, je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant, qu'on pouvait autant prendre en charge un patient à ce stade de la maladie. Et alors même qu'on avait arrêté l'anticoagulation, arrêté la radiothérapie à visée ontagique, elle était quand même reconnaissante parce qu'elle avait vu qu'on avait essayé quand même de soulager la souffrance psychique, la souffrance physique de cette patiente. Et je trouvais ça assez touchant, quand même. Voilà. Et pour revenir aussi sur cette temporalité qui est différente entre les différents lieux d'exercice, typiquement, la semaine dernière, j'ai reçu un patient de l'hôpital de jour de chimiothérapie pour transfusion. C'était le motif. Donc j'aurais pu m'arrêter, il vient pour transfusion, il s'en va après ses 2 kilos globulaires, basta. Mais en fait, c'est un monsieur que j'ai vu caractériel difficile.
Une hypercalcémie sur la prise de sang, des douleurs mal contrôlées, très clairement. Un monsieur qui avait une attelle du poignet, une attelle du genou, qui était en fauteuil roulant, jeune, qui a dit à la kiné, je crois, je suis en train d'essayer de trouver une voiture avec un petit pommeau pour pouvoir continuer à conduire. Donc la kiné était venue me dire, est-ce bien raisonnable? J'ai dit non, je crois pas, mais on va essayer de l'aborder progressivement avec lui. Et il avait aussi un problème septique. Et du coup, ce qui devait arriver, c'est qu'après la transfusion, il a chauffé. Donc, on appelle, on va essayer de négocier pour qu'il reste. Ça a été dur. On y allait à 3 reprises. Et finalement, il dit, OK, je reste 1 jour, 2 jours. Et puis finalement, je lui ai expliqué qu'il fallait adapter les traitements antalgiques, que j'avais l'impression quand même qu'il n'était pas très bien soulagé. Et il me dit non, mais moi ça va m'endormir, je dors déjà toute la journée, non. Je vais laisser-moi essayer, on a le temps, on est à l'hôpital, on est en sécurité. Puis je m'étais rendu compte en interrogeant sa compagne que ça reste à 50, il le prenait le matin depuis des années, pour une notion d'épilepsie, mais probablement un contexte anxieux aussi. Hein. Je lui ai proposé qu'on le décale au soir, il me dit « Oh, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Allez, on va essayer !» Et on lui a enlevé sa chambre implantable puisqu'il avait une infection de chambre implantable aussi. Donc on a fait pas mal de choses. Et à chaque fois, il a fallu négocier, lui expliquer, en fait, ça serait quand même sage de rester quand même 1 ou 2 jours de plus, le temps qu'on récupère la bactério, qu'on adapte les antibiotiques, etc. Et hier, donc là, normalement, si tout va bien, il est sorti aujourd'hui. Il m'a dit, docteur, ouais, parfois je suis bête, hein, mais bon quand même. Je sais que je suis pas facile, mais c'est bien que vous m'ayez gardé. Vous avez fait du bon boulot. Et je me suis dit, c'est bien. Et en fait, je me dis que toutes ces hospitalisations pour complications intercurrentes, à des périodes de vulnérabilité du patient, si on arrive à soulager ces symptômes, à essayer de l'écouter, à essayer de le prendre en charge, c'est une petite graine semée pour l'avenir. Et je lui ai dit, voyez monsieur, le pauvre, il a un cancer du poumon métastatique, donc il a des... Il répond pas très bien à sa chimiothérapie pour l'instant, mais j'ai dit, gardez en mémoire ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et que s'il y avait de nouveau des complications, on pourrait être là pour vous, et on pourra essayer de soulager vos symptômes. Et donc j'espère que ce petit message-là, il est resté. Et pour continuer sur cette notion d'écotone, on a été obligé de solliciter l'HAD, parce qu'il avait une antibiothérapie qu'il ne pouvait pas relever d'une infirmière libérale. Et je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, du coup, il sera connu de l'HAD, et que je sais qu'à un moment, il en aura besoin, malheureusement, ce monsieur, et que du coup, il aura déjà eu cette prise de contact. Donc, ils ont essayé de me dire, c'est du soin palliatif, ça. Oui, c'est du soin palliatif. Mais je ne vous demande pas de le prendre en charge pour ça, actuellement. Je serais très contente qu'il puisse rencontrer votre assistante sociale, votre psychologue, enfin, que vous ayez un œil dessus, mais c'est pas le sujet de la prise en charge. Mais... je suis très contente que vous commenciez à le connaître. Tout comme on n'a pas pu faire rencontrer l'équipe mobile de soins palliatifs pour l'instant, alors que très clairement, il relève de toute cette complexité-là. Mais vu la difficulté de prise en charge initiale, je ne me suis pas du tout sentie d'aborder la rencontre avec l'équipe mobile de soins palliatifs maintenant. Mais par contre, je me dis que peut-être avec le climat de confiance qu'on a pu générer lors de cette hospitalisation, peut-être que quand je le sentirai prêt, il aura plus de confiance et qu'il acceptera ça comme un soin, comme un autre, quoi, finalement. Donc en fait, moi, le message que je voulais faire passer, c'est que actuellement, on est dans une société où on est tous sous contrainte. Le système de santé est quand même assez malmené. Et que c'est facile de dire, tiens, l'urgentiste, il n'a pas fait ça. Tiens, en chimio, dis donc, ils l'ont vu 3 fois de suite, il a perdu 10 kilos, ils n'ont rien fait. Mais oui, mais en fait, on a tous nos contraintes, on a tous nos points forts. Et en fait, si on se met tous ensemble, qu'on communique et qu'on essaie de collaborer, on peut tous se compléter pour chacun, finalement, prendre le point fort de l'un, suppléer le point faible, entre guillemets, de l'autre, comprendre qu'il n'y a pas que du technique, il y a aussi de l'émotionnel, voilà, pour essayer de faire vivre cette écotone. Voilà. Super. Moi, je note plein de phrases que vous avez dites et qu'on pourra reprendre après, mais là, on va passer au docteur Cressman pour garder un peu de temps pour la discussion après.
Et donc, voilà, merci à vous. Donc, bonjour, je me présente, donc, je suis Emmanuel Kressman, je suis médecin généraliste à Villeneuve-d'Ornon, installé depuis 1994, après 7 ans de remplacement dans des campagnes profondes, où je ne résiste pas à la tentation de vous livrer une de mes premières expériences palliatives sévères, d'une nuit de garde, où j'ai fait 3 quarts d'heure de route, chez un patient qui était à 1h30 de l'hôpital, qui était en dyspnée laryngée sévère, sur un cancer laryngé, dont je ne découvre le dossier quand j'arrive chez lui, et qui me demande qu'il en a marre, qu'il veut que ça s'arrête. Les cotones étaient très loin. Donc je parle ici en tant que témoin individuel, en espérant que ma maintenant trop grande expérience me permette une représentativité acceptable. Je parle donc pour ce que j'en ressens, bien conscient que mon mode d'exercice de la médecine générale est possiblement en voie de disparition, comme on a pu en parler ce matin. En tant que permaculteur débutant, l'image de l'écotone m'a séduite. Mais j'avoue avoir eu du mal à me projeter dans la métaphore et avoir émis quelques résistances. En regardant en arrière dans mon expérience médicale, je pense avoir vécu un écotone en tant qu'externe. Dans mon premier stage d'externe, j'étais en neurologie, où il y avait des staffs de médecine et de chirurgie associés, qui étaient des moments de grande richesse de production, qui m'a permis de concevoir que je ne serais jamais chirurgien. Et puis en tant qu'interne, dans le foisonnement erratique de l'hôpital Saint-André des années 80, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais à l'époque, j'avais des lits de bout à l'autre de l'hôpital, et effectivement, on passait devant la radio, le cardiologue, l'infectiologue, et toute question bonne à poser était facile à mettre en place. Mais l'exercice de la médecine générale est un apprentissage de la solitude, avec la résolution de problèmes en pragmatisme, dans la crainte de passer à côté des diagnostics et de l'erreur thérapeutique. La fragilité de nos savoirs, qui grandit avec le temps, étant compensée par la connaissance du patient, de son récit de vie, de son univers socio-familial, avec une appréhension possiblement acceptable de la gravité des choses. Donc ça se construit avec le temps, et le temps passé auprès de ces patients et souvent de toute leur famille. Je n'avais pas prévu de cas clinique, mais en fait, hier après-midi, pendant ma consultation, j'ai eu 2 histoires qui m'ont tout de suite mis en écho avec ce qui se dit aujourd'hui. Et donc, je vous présente ces 2 histoires. Monsieur P, c'est un monsieur de 59 ans. Il est responsable dans une association d'aide sociale de gens en difficulté. On l'a opéré en 2006 d'un mélanome au niveau du dos. Il est en rémission depuis, suivi par son dermatologue avec toujours l'épée de Damoclès. Et je rencontre pendant son suivi, surtout pour des motifs d'anxio-dépression. En 2019, il a présenté une aphasie subaiguë qui pouvait passer éventuellement pour un accident ischémique. Il a été hospitalisé. Et en fait, on a trouvé une lésion au niveau frontal droit. Et il a été opéré de 2 lésions qui sont avérées être une métastase de son mélanome. Il en a suivi une chimiothérapie adjuvante, puis une radiothérapie. Il allait mieux. Il a tellement progressé qu'il a envisagé de changer de poste vers une autre mode de responsabilité en faisant une formation. Et il y a 2 mois, alors qu'il était il venait me voir pour des problèmes plutôt d'anxiété, un peu à son habitude, il me disait qu'il avait du mal à parler. Et en fait, s'est installée une aphasie très progressivement. Alors, à l'époque, j'ai appelé partout ce que je pouvais pour essayer d'organiser une IRM en urgence. J'ai appelé le neurochirurgien qui l'avait opéré, qui m'a dit non, ça regardera le dermatologue. Le dermatologue m'a dit non, on n'a pas de rendez-vous avant 1 mois et demi. Bon, chacun peut se renvoyant la balle. Lui, il avait 8 jours de vacances qu'il avait prévu de partir depuis longtemps, donc il est parti. Et quand il est revenu, il a fait une crise d'épilepsie qu'il a amenée aux urgences. On lui a fait un scanner. Il avait donc une lésion frontotemporale à nouveau qui a été opérée il y a 3 semaines. Et donc je le vois au décours. Il est cushingoïde après les doses de cortisone qu'il a pris. Il reste un peu aphasique. Il a des petits troubles neurologiques qui l'embêtent, pour lesquels il a besoin d'explications. Alors on a tout passé au crible, tout ce qu'il pouvait avoir, toutes les évolutions possibles.
et me demandant bien aussi dans quel stade de la pathologie il pouvait bien se trouver. C'est le genre de situation, voilà, on ne sait pas, n'ayant pas d'informations plus que ça, que le compte-rendu opératoire. Et en fait, je m'abstiens quand même de parler d'avenir, hein, sachant qu'il en avait envie quand même qu'on en parle. Parce qu'il m'apprend en fin de consultation que son oncologue l'avait appelé ce matin pour lui dire que l'anapathe était plutôt en faveur d'une radionécrose et non pas d'une métastase. Ce qui changeait un peu la donne. Donc je suis bien content de ne pas avoir parlé plus loin. Voilà. Et peu de temps après, je vois Monsieur B, donc il a 54 ans. C'est un ancien chef d'entreprise. Il est suivi pour une HTA stable et un indice métabolisme. Je le vois régulièrement pour ça. Des troubles anxieux parce qu'il a perdu son entreprise dans des conditions un peu compliquées. Il se bagarre contre son surpoids. En 2022, il est apparu une adénopathie inguinale gauche, en juin 2022, donc il y a presque un an, avec un œdème du membre inférieur, biopsie, anapathe, lésion ganglionnaire, donc métastase d'un mélanome primitif inconnu. Il se met en place une double immunothérapie, très moyennement supportée, pas mal d'effets indésirables. Il a des crises urticaires, une dysthyroïdie, un vitiligo. Et aujourd'hui, il vient me voir parce qu'il a mal à l'estomac. Il a un RGO ancien, mais bon, qui s'est aggravé lors des cures de chimio. Le résultat d'évaluation sur le carcinologique du dernier bilan était plutôt considéré comme bon sur certaines cibles, très partiel sur d'autres. Je lui demande qu'est-ce qu'il en pense et il me dit ça marche bien. Je vois bien que les œdèmes ont bien diminué et il n'a pas d'autre contact que le service de dermatologie et moi, médical. Et il se raccroche à ce qu'on lui a promis, c'est-à-dire que le traitement ne se terminera pas avant plusieurs années. Et j'en suis resté là, ne sachant pas ce qu'il envisageait derrière. Voilà, donc 2 consultations bien plus longues que prévu, qui laissent une sensation un peu de frustration. À quel stade sommes-nous? Quelle compréhension de la situation en a le patient? Où sont les non-dits? Et quel discours honnêtement tenir dans ces conditions, sans mettre en difficulté le patient, ou sans mettre en porte-à-faux les autres intervenants soignants qui sont dans les autres équipes à côté. Bon, j'ai un petit peu réfléchi à quelle était, dans mon expérience, la position des médecins généralistes traitant dans la trajectoire onco-palliative du malade. On va dire que le médecin traitant est souvent à l'origine dans le diagnostic, avec source de quelques frustrations parfois, mais enfin bon, dans le dépistage et le diagnostic. Je n'ai pas eu l'expérience de participer à des RCP, même s'il paraît que la possibilité nous s'en serait ouverte sous forme de visio. Et dans l'anecdote, une dernière aventure, j'ai reçu un report de RCP 1 an et demi après les RCP, par mail, et 6 mois après le décès du patient. Alors, j'étais au courant avant, mais enfin, bon, c'était une note de transmission. Alors, le médecin traitant n'est qu'à son corps défendant en charge de l'annonce. Ça peut arriver, en fait. Mais voilà, on est souvent paralysé par la connaissance partielle de tous les éléments. Parfois, on fait des annonces sans le savoir. Enfin, c'est une situation parfois délicate. Et souvent, ça amène à un ping-pong qui est très inconfortable pour le patient. La phase initiale spécifique est l'occasion de perdre de vue son patient, la plupart du temps. C'est dans la lune de miel thérapeutique qui pourra, heureusement, et le plus souvent, évoluer vers une rémission et sinon une guérison, mais qui sera source d'aveuglement pour la suite de la prise en charge si les choses n'ont pas été posées. Dans les cas non guérissables, et que cela soit prévisible au départ ou non. Le médecin traitant restera par contre de premier recours dans tous les accidents évolutifs urgents, parce que c'est lui qu'on a sous la main, avec parfois une méconnaissance du dernier événement qui a eu lieu. Il faut faire avec, et parfois avec des prises de contact qui sont un peu loin. Et souvent une maîtrise imparfaite de l'iatrogénie des traitements en cours qu'on ne maîtrise pas tout le temps, la plupart du temps. Enfin, en tout cas pour moi, à mon stade d'évolution. Et puis le médecin traitant va remonter progressivement dans la phase symptomatique, mais qui propice à beaucoup de quiproquos.
d'autant que la frontière entre ces États, M. Béant en parlait, est particulièrement difficile devant les discours et les attitudes de soins qui sont parfois disparates et volontiers provoquées par les ambivalences du patient et ses moyens de défense. Et cela donne lieu à de grands moments de solitude et d'avironnage, le terme existe, du médecin traitant. Et enfin, on se retrouve parfois en grande solitude dans la phase terminale, si elle se déroule au domicile, à moins d'être secondée par une équipe de soins palliatifs, ce qui nécessite son entrée en scène, bien sûr, antérieure, donc la plus précoce possible. La condition pour que j'ai essayé de retrouver pour qu'un écotone puisse naître et que le médecin traitant puisse s'y impliquer, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance de ses compétences, sa connaissance du patient, construite au fil du temps, de son histoire pathologique, mais aussi de ses modes de réaction face à la maladie et de son écologie socio-familiale. Et la reconnaissance de ses connaissances médicales, mais qui nécessite bien sûr une formation régulière. Mais je crois, j'ai beaucoup appris de mes pairs et la participation, je pense à des réunions comme les RCP, serait source de grand apprentissage. Ensuite, la condition serait la confiance interpersonnelle. On parlait des réunions non formelles, c'est tellement important. La qualité du réseau qu'on peut mettre, mais qui passe par des amitiés. C'est vrai que quand j'ai commencé, je connaissais tout l'hôpital et c'était facile de décrocher le téléphone pour avoir quelqu'un. Le temps passant, j'ai plus beaucoup de mes correspondants qui sont encore en activité. Et du coup, ce sont des nouvelles connaissances, mais qui sont pas toujours... on n'a pas forcément réponse à toutes les questions qu'on pourra se poser. Voilà, ça nécessite connaissance et reconnaissance. Nécessite aussi l'implication et la disponibilité du médecin traitant dans ces nouveaux modes d'exercice, dans ces SES. Et quelle est la... Bon, on n'a pas toujours... je pense que c'est pas toujours facile de se libérer. Et quel est l'avenir de la médecine générale et de son exercice dans la pénurie de main-d'œuvre et le tsunami administratif qui nous submerge. Et enfin, la communication. En fait, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. C'est le dénominateur commun et condition sine qua non. On parlait de corridor, c'est ça. Elle dépend de la possibilité de rencontres physiques ou médiées. Et il est impressionnant de voir au siècle de l'informatique comment la gestion de l'information est devenue un tel boulet, alors que tous les moyens sont disponibles pour que sa circulation soit simple et fluide. La difficulté vient aussi de la multitude grandissante des intervenants. C'est sûr qu'on doit enchaîner le chirurgien, le radiothérapeute, l'immunothérapeute. Voilà, il y a une segmentation qui se crée et qui rend les intervenants multiples. Et, alors, le médecin pourrait avoir sa place centrale, mais il est plutôt rayonnant et pas tellement intervenant dedans. Mais bon, ça rend encore plus compliqué la collégialité puisqu'on multiplie les intervenants. Alors j'ai eu l'expérience d'un outil comme Paco Globule, on n'en a pas parlé ici, mais qui pour moi est un moyen de communication qui me paraît utile. Je sais qu'il est décrié, il est certainement perfectible, il a l'avantage d'exister. Il est malheureusement utilisé de façon parcellaire. J'ai un patient par exemple j'aime bien ça, qui est suivi il est suivi essentiellement par des infirmiers, parce qu'il a un cancer du pharynx. Qui fait des complications de radionécrose lui aussi. Mais par exemple, le seul renseignement que j'ai dans Paco par rapport à l'hôpital, je sais quand est-ce qu'il rentre à l'hôpital, je sais quand est-ce qu'il sort de l'hôpital. Mais je n'ai pas d'informations du tout sur ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation. Voilà. Mais c'est un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il centralise, mais notamment à domicile, l'infirmier, toutes les personnes qui veulent se connecter dessus. Je sais que l'équipe mobile de soins palliatifs l'utilise largement. Bon, au total, quels sont les bénéfices que pourrait attendre le patient, de la mise en route, de la mise en jeu du médecin traitant, de son médecin traitant? J'y vois de garder le sens pour le patient et le guider sans le bousculer en respectant ses moyens de défense et ceux de ses proches dans toutes les dimensions de sa personne. Le confort du soignant dans la collégialité, en considérant que ce qui sert aux soignants sert aux soignés.
J'ai redécouvert le confort de la collégialité propre à l'exercice palliatif, auquel m'a donné accès ma place également. Je suis médecin coordonnateur en EHPAD et j'ai été confronté à de multiples situations palliatives, ce qui nous a amené à collaborer de façon privilégiée avec l'équipe de Bagatelle au sein du Home Marie Curie à Villeneuve-d'Ornon. Et je voulais rendre hommage ici au docteur Stevenson qui nous a initiés dans cette démarche et à tous ses successeurs ici présents qui nous aident grandement dans des moments toujours de grande richesse. Et là, il y a un écotone, c'est sûr, entre l'EHPAD et le soin palliatif. Et je n'envisage pas de me passer de cet écotone-là. Aussi, des choses qui m'interrogent toujours, c'est de reconnaître les moments charnières, les moments cruciaux, au sens de points de croisement, qui amènent à parfois s'engager sur des voies sans retour. C'est généralement là que j'appelle les soins palliatifs, parce que je pense que c'est là qu'on a des discussions importantes à mettre, genre arrêter un traitement spécifique, et donc choisir avec le malade le chemin qui lui conviendra le mieux. Et c'est à mon sens là que la collégialité, incluant le plus possible d'intervenants soignants, pour vous dire à l'EHPAD, ça va jusqu'au cuisinier, est si importante et dans laquelle le médecin traitant, fort des atouts décrits plus haut, a évidemment sa place. Ces moments auront une occurrence dispersée dans l'histoire de la maladie, pas forcément au stade terminal, et qui n'est heureusement pas forcément la seule ici, mais qui complique les annonces et les demandes de soins palliatifs et dans ce qu'ils représentent pour le patient. Donc c'est en conclusion, c'est de permettre d'anticiper ensemble, j'ai rajouté le mot in extremis, raisonnablement les souffrances potentielles pour les pallier au mieux.